J'ai tué. Mikhaïl Bulgakov. Le docteur Yashvin eut un étrange petit sourire en coin et demanda: « Je peux arracher la page du calendrier? Il est tout juste minuit, ce qui veut dire que nous sommes à présent le 2. Je vous en prie, faites donc, répondis-je. De ses doigts blancs et fins, Yashvin saisit la page supérieure par son extrémité et la détacha soigneusement. Un feuillet en papier bon marché apparut, portant le chiffre 2 et le mot « mardi ». Un simple feuillet grisâtre, mais sur lequel quelque chose parut intéresser Yashvin au plus haut point. Il plissa les yeux, l'examina attentivement, puis releva la tête et se mit à fixer on ne sait quoi au loin, comme un mystérieux tableau que lui seul pouvait voir par-delà le mur de ma chambre. Par-delà même, peut-être, la brume glaciale et menaçante enveloppant Moscou en cette nuit de février. Qu'a-t-il bien pu dénicher sur cette page? Me demandai-je en jetant vers lui un regard oblique. Le docteur Yashvin m'avait toujours intrigué. Son aspect extérieur ne correspondait pas vraiment avec sa profession. Les gens qui ne le connaissaient pas le prenaient immanquablement pour un acteur. Malgré ses cheveux bruns, il avait la peau très blanche, ce qui l'embellissait tout en le distinguant du commun des visages. Il était rasé de très près, s'habillait avec beaucoup de soin, adorait aller au théâtre et abordait toujours le sujet avec un goût sûr et une grande érudition. Mais c'est d'abord par ses chaussures qu'il tranchait sur tous les autres internes. Et de fait, sur les 5 médecins, y compris moi-même, réunis aujourd'hui chez moi, 4 étaient chaussés de bottillons en boxcalf bon marché, au bout naïvement arrondi, alors que le docteur Yashvin portait des souliers vernis à bout pointu et des guêtres jaunes. Pourtant, l'élégance recherchée de Yashvin ne produisait jamais une impression vraiment désagréable. Et Yashvin était aussi, je dois en convenir, un très bon médecin, audacieux, habile et surtout prenant le temps de lire, malgré sa fréquentation assidue des Valkyries et du Barbier de Séville, tout ce qui paraissait en la matière. Mais ce qui m'intriguait en lui, davantage que ses souliers bien sûr, c'était un trait de caractère inhabituel. Le docteur Yashvin, d'ordinaire plutôt silencieux et à l'évidence assez secret, se transformait parfois en un merveilleux conteur. Il parlait posément, sans rechercher les faits, sans longueurs inutiles, sans ponctuer son discours de béotien. Et il avait toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Ce médecin réservé, aux allures de dandy, semblait alors s'enflammer. Levant de temps à autre sa main blanche, il faisait quelques gestes brefs et harmonieux, comme pour poser de légers jalons à son récit, ne souriait jamais lorsqu'il racontait quelque chose de drôle, et avait parfois des images si justes et si expressives qu'à l'écouter, je pensais toujours, un bon praticien certes, et pourtant sa vraie voie, ce n'est pas la médecine, mais la littérature. Cette fois encore, la même pensée me traversa l'esprit. Yashvin, pourtant, ne disait mot. Plissant les yeux, il se bornait à fixer le chiffre 2, absorbé dans la contemplation de quelque inconnu lointain. Mais que regarde-t-il donc? L'illustration peut-être. Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule. L'image sur le calendrier était des plus banales. Un cheval incongru au poitrail athlétique d'un côté, un moteur de l'autre, et au-dessous, une légende. Valeur relative du cheval, et du moteur, 500 chevaux vapeur. Tout ceci est absurde, dis-je en reprenant la discussion. C'est d'une trivialité sordide. On tape à bras raccourcis sur les médecins, et tout particulièrement sur nous autres, chirurgiens. Mais pensez un peu. Vous opérez avec succès une centaine d'appendicites et à la 101e fois, le malade vous claque entre les mains sur la table d'opération. Cela signifie-t-il pour autant que vous l'avez tué? C'est en tout cas ce que l'on s'empressera de dire, affirma le docteur Gins. Et le mari de l'opéré, s'il s'agit d'une femme, viendra à la clinique vous balancer quelques chaises à la figure, assura à son tour le docteur Plonsky en esquissant même un sourire. Tout le monde l'imita, bien qu'il n'y eût rien de vraiment comique dans le fait de se balancer des chaises à la figure dans une clinique. Je continuais. Je ne puis souffrir que l'on se batte hypocritement la coulpe. Ah, mon Dieu, je l'ai tué. Personne ne tue qui que ce soit, et si un malade meurt entre nos mains, on ne peut s'en prendre qu'à un hasard malheureux. C'est ahurissant tout de même, comme si l'assassinat était le propre de notre profession. J'appelle assassinat l'action consistant à tuer un être humain avec préméditation, ou tout du moins avec l'intention délibérée de tuer. Un chirurgien armé d'un revolver, par exemple. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer un à ce jour,
et il est peu probable que cela se produise jamais. Le docteur Yashvin se tourna brusquement vers moi, et je remarquai que son regard se faisait soudain pesant. « À votre disposition », fit-il en pointant le doigt sur sa cravate, et en esquissant à nouveau un petit sourire oblique, mais du coin des lèvres seulement, sans les yeux. Nous le considérions avec étonnement. « Comment cela ?» demandai-je. « J'ai tué », précisa-t-il. « Quand cela ?» repris-je de façon saugrenue. Yashvin indiqua le chiffre 2 et répondit. « Pensez un peu, quelle coïncidence. Dès que vous avez commencé à parler de la mort, j'ai regardé le calendrier, et j'ai vu que nous étions le 2. Du reste, chaque année cette nuit-là me revient en mémoire. Voyez-vous, il y a de cela 7 ans, nuit pour nuit, et même... » Yashvin sortit une montre noire, la regarda. « Oui, presque. Heure pour heure, dans la nuit du 1er au 2 février. Je l'ai tué. »« Qui cela ? Un patient ?» demanda Ginz. « Oui, un patient. »« Mais non sciemment, fis-je. »« Si, de façon délibérée, répondit Yashvin. J'y suis, prononça entre ses dents Plonsky d'un air sceptique. Il avait sans doute un cancer, avec une fin atroce en perspective. Alors, vous lui avez injecté une dose massive de morphine. Non, la morphine n'a rien à voir là-dedans, répliqua Yashvin. Pas plus que le cancer. Je m'en souviens parfaitement. Il gelait à peu près de -15. Le ciel était plein d'étoiles. Des étoiles comme il n'y en a qu'en Ukraine. Cela fait 7 ans que je vis à Moscou, mais j'ai toujours le mal du pays. Parfois, j'en ai le cœur serré, et il me prend une envie terrible de sauter dans un train et de retourner là-bas. Revoir les escarpements du fleuve ensevelis sous la neige, le Dniepr. Il n'est pas au monde de ville plus belle que Kiev. Yashvin serra la page du calendrier de son portefeuille, se recroquevilla dans son fauteuil et poursuivit. Une ville redoutable en des jours redoutables. Et j'y ai vu des choses terrifiantes, des choses dont vous autres, moscovites, n'avez pas même idée. C'était en 19, le 1er février justement. Il faisait déjà presque nuit. Il devait être vers les 6 heures, le crépuscule m'avait surpris dans une occupation étrange. Sur la table de mon cabinet, une lampe est allumée. Il fait bon, il fait chaud. Je suis assis par terre devant une petite valise et je fourre là-dedans tout un bric-à-brac, en marmonnant sans arrêt le même mot. Fuir, fuir. J'enfourne une chemise, puis je l'enlève. La chemise ne tient pas. La valise est minuscule, une toute petite valise à main où mes caleçons occupent déjà presque toute la place. Et puis, il y a encore une centaine de cigarettes, le stéthoscope. La valise est pleine à craquer. Je laisse tomber la chemise, je tends l'oreille. Les doubles vitrages calfeutrés assourdissent le bruit du dehors. Mais on entend, tout là-bas au loin, un grondement pesant, toujours le même. Bom! Bom! L'artillerie lourde. Une salve, puis plus rien. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. J'habitais un escarpement, en haut de la rue Alexeïevski, et de là, je pouvais voir tout le Podol. La nuit monte du Dniepr, enveloppant les maisons. Les lumières s'allument les unes après les autres, à la file, et de nouveau, une salve par-delà la Dniepr, que je ponctue à chaque fois d'un « Allez, allez-y, encore !» prononcé à mi-voix. La situation était la suivante. Tout le monde savait que Petliura était sur le point d'abandonner la ville, sinon cette nuit, la nuit prochaine ou la suivante. De l'autre côté du Dniepr, les bolcheviks, en masse énorme, disait la rumeur, avançaient et toute la ville, il faut en convenir, les attendait avec impatience, je dirais même avec enthousiasme. Les horreurs auxquelles l'armée de Petliura s'était livrée durant le dernier mois de son séjour à Kiev dépassaient toute imagination. Des pogroms éclataient à chaque instant. On tuait quotidiennement, des juifs de préférence, cela va de soi. Il y eut des réquisitions. Dans les rues filaient des automobiles remplies de gens en bonnet caucasien à glands rouges. Et les derniers temps, le canon, au loin, tonnait sans relâche. Jour et nuit, tout le monde vivait dans une sorte d'attente anxieuse. Les regards étaient inquiets, sur le qui-vive. La veille, j'avais trouvé 2 cadavres gisant dans la neige sous ma fenêtre. L'un en capote grise, l'autre en blouse noire, et tous 2 sans leurs bottes. Les gens tantôt s'écartaient, tantôt s'agglutinaient pour regarder. Des femmes têtes nues surgissaient des portes cochères et levaient un poing menaçant vers le ciel. « Attendez un peu, attendez qu'ils arrivent, les bolcheviks !» criait-elle. Ces 2-là, tués, on ne sait pourquoi, inspiraient l'horreur et la pitié.
Tant et si bien que je me mis moi aussi à attendre l'arrivée des bolcheviks. Et les bolcheviks approchaient. Les lumières s'éteignent dans le lointain et le canon gronde là-bas comme dans les entrailles de la terre. Ainsi donc, la lampe dispense une lumière douce et chaude, inquiétante aussi. Des livres sont étalés un peu partout, car au milieu de toute cette pagaille, je caressais le rêve insensé de préparer ma thèse. Et je suis là, seul dans l'appartement, penché sur ma petite valise. De fait, les événements s'étaient littéralement engouffrés dans mon appartement. Ils m'en extirpèrent par les cheveux, me traînant à leur suite, et tout s'enchaîna comme dans un mauvais rêve. J'étais rentré ce soir-là de l'hôpital ouvrier à la périphérie de la ville, où j'étais interne dans le service de chirurgie féminine. Coincé dans l'encoignure de la porte m'attendait une enveloppe ayant un désagréable aspect officiel. Je l'ouvris immédiatement, sur le palier. Je parcourus le feuillet qu'elle contenait, et je m'assis à même les marches de l'escalier. Le feuillet dactylographié en caractères bleuâtres portait une inscription rédigée en ukrainien, dont je restitue brièvement la teneur. « Veuillez vous présenter dans les 2 heures à réception de la présente au département sanitaire. Vous y recevrez votre affectation. » Ce qui signifiait cette armée étincelante qui laissait partout les cadavres dans les rues, Petliura, les pogroms, et moi en cette compagnie avec une croix rouge sur la manche. Je ne restais pas bien longtemps à méditer dans l'escalier. Je bondis sur mes pieds comme mu par un ressort. Je me précipitai à l'intérieur de l'appartement, et c'est là que la petite valise entra en scène. Mon plan avait été vite établi. Quitter l'appartement, prendre un peu de linge et direction la périphérie de la ville où vivait un de mes amis infirmiers, un homme d'aspect mélancolique et de penchant nettement bolchevique. Je resterai chez lui tant que Petliura n'aura pas été fichu hors de la ville. Et si on ne le fiche pas dehors? Et si ces bolcheviks tant attendus n'étaient qu'un mythe? Le canon s'est tu. Non, le voici qui gronde à nouveau. Je rejetai avec humeur la chemise, fis claquer le fermoir de la valise, mis le Browning dans ma poche avec un chargeur de réserve, enfilai ma capote portant le brassard de la Croix-Rouge, jetai un triste regard alentour, éteignis la lampe. À tâtons, au milieu des ombres du crépuscule, je gagnai l'entrée. Je fis de la lumière, je pris ma capuche et j'ouvris la porte donnant sur le palier. Au même instant, 2 silhouettes portant une courte carabine de cavalerie à l'épaule s'avancèrent en tout sautant dans l'entrée. L'un avec des éperons, l'autre sans, et tous deux coiffés d'un bonnet caucasien en peau de mouton avec un rabat bleu descendant crânement le long de la joue. Mon cœur se mit à battre la chamade. « Vous êtes le docteur Yachvin » demanda le premier cavalier. « Oui, c'est bien moi » répondis-je d'une voix sourde. « Veuillez nous suivre. »« Qu'est-ce que cela signifie » protestai-je en me redressant un peu. « Un sabotage, voilà ce que ça veut dire » répondit le cavalier en faisant sonner ses éperons. Il me regarda d'un air réjoui et malicieux, puis reprit. « Les docteurs ne veulent pas être mobilisés, alors ils auront à en répondre devant la loi. » L'entrée s'éteignit, la porte claqua. L'escalier, la rue. « Mais où m'emmenez-vous » demandai-je en palpant dans la poche de mon pantalon la crosse striée si délicatement fraîche. « Au 1er régiment de cavalerie » répondit le type aux éperons. « Pourquoi faire ?»« Comment ça, pourquoi faire ?» reprit le deuxième avec étonnement. « Vous êtes affecté comme médecin chez nous. Qui commande le régiment ?»« Le colonel Letchenko » répondit non sans fierté le premier cavalier, celui dont les éperons cliquetaient en rythme à ma gauche. « Quel imbécile je fais !» pensai-je. Je rêvassais sur ma petite valise. Tout ça pour je ne sais quelle histoire de caleçon. Je ne pouvais pas sortir 5 minutes plus tôt. Au-dessus de la ville, le ciel, glacial, était déjà noir, et les étoiles sortaient lorsque nous arrivâmes devant un hôtel particulier. Derrière les vitres ornées par le givre, la lumière électrique flamboyait. Dans un bruit d'éperon, on m'introduisit à l'intérieur d'une pièce poussiéreuse et vide, qu'éclairait la lumière aveuglante d'une puissante ampoule électrique sous une tulipe cassée en opaline. Le canon d'une mitrailleuse pointait dans un coin, et mon attention fut attirée par des traînées roussâtres et rouges se détachant sur le mur à côté de la mitrailleuse, là où était accrochée une tapisserie de prix réduite en lambeaux. « Mais c'est du sang !» pensai-je, et mon cœur se serra désagréablement. « Monsieur le colonel !» prononça doucement le type aux éperons. « On amène le médecin. »« Un youpin !» lança brusquement une voix sèche et enrouée, venue d'on ne sait où. Une porte tendue d'une tapisserie représentant des bergères s'ouvrit sans bruit et un homme se précipita à l'intérieur de la pièce. Il était vêtu d'une splendide capote et chaussé de bottes à éperons. Un ceinturon du Caucase orné de plaques d'argent
lui enserrait étroitement la taille. À sa hanche, un sabre caucasien lui aussi scintillait en flamèche sous l'éclat de la lumière électrique. L'homme était coiffé d'un petit bonnet en peau de mouton, portant un galon doré croisé sur un fond framboise. Ses yeux bridés, bondissant comme des petites balles noires, avaient un regard mauvais, maladif, étrange. La face était parsemée de marques de petites véroles et les moustaches taillées court tressaillaient nerveusement. « Non, c'est pas un youpin !» répondit le cavalier. L'homme se précipita alors vers moi, me regarda un instant dans les yeux, puis se mit à parler dans un mauvais russe teinté d'un fort accent ukrainien, en mêlant les mots des deux langues. « Vous n'êtes pas un youpin, mais vous ne valez pas mieux qu'un youpin. Et quand la bataille sera finie, je vous ferai traduire devant un tribunal militaire. Vous serez fusillé pour sabotage. Ne pas le quitter d'un pas, ordonna-t-il au cavalier, et donnez au docteur un cheval. » Je restai là debout, muet et sans doute blême. Puis tout s'enchaîna à nouveau comme dans un rêve brumeux. Dans le coin, quelqu'un prononça d'un ton plaintif. « Ayez pitié, monsieur le colonel !» Je distinguais confusément une barbichette tremblotante, une capote de soldat toute déchirée. Tout autour surgirent des visages de cavaliers. « Un déserteur !» chantonna la voix légèrement enrouée que je connaissais déjà. « Saleté d'engeance !» Je vis le colonel, la bouche agitée d'un tic, sortir de son étui un élégant pistolet sombre et frapper de la crosse le visage de l'homme déchiré. Celui-ci se jeta de côté, s'étouffant de son sang, et tomba à genoux. De ses yeux surgirent des larmes qui se mirent à couler à flots. Puis la ville blanche, enveloppée de frimas, disparut. Le long du Dniepr, pétrifié, noir et mystérieux, une route bordée d'arbres s'étirait. Sur cette route serpentait le premier régiment de cavalerie. On entendait de temps à autre le fracas des carrioles fermant le convoi. Les lances noires oscillaient. On voyait pointer les capuches recouvertes de givre. Assis sur une selle froide, je remuais de temps en temps mes orteils endoloris dans les bottes, tandis que je respirais l'air par l'ouverture de mon capuchon qui peu à peu se bordait de givre pelucheux. La petite valise attachée au pommeau de la selle me compressait la hanche gauche. Mon convoyeur chevauchait en silence à mon côté sans s'éloigner d'un pouce. En moi, tout se glaçait, comme mes pieds dans les bottes. Parfois, je relevais la tête vers le ciel, je regardais les étoiles, si grosses, et j'entendais résonner presque continuellement le hurlement du déserteur, comme s'il me collait aux oreilles. Le colonel Letchenko avait donné l'ordre de le battre avec les baguettes de fusil, et on l'avait battu dans l'hôtel particulier. L'horizon noir était à présent silencieux. Avec une sombre tristesse, je songeais que les bolcheviks avaient sans doute été repoussés. Mon sort était sans espoir. Nous avancions vers Slobodka, et nous devions nous arrêter et défendre le pont traversant le Dniepr. Si les combats s'apaisent et que l'on n'a pas vraiment besoin de mes services, le colonel Letchenko me traduira en jugement. À cette pensée, je me pétrifiais, jetant un regard tendre et triste vers les étoiles. Il n'était guère difficile, en ces jours redoutables, de deviner quel serait le verdict pour refus de se présenter dans les 2 heures. Curieux destin pour un diplômé. Quelques 2 heures plus tard, tout avait de nouveau changé, comme dans un kaléidoscope. La route noire s'était volatilisée. Je me trouvais à présent dans une pièce blanchie à la chaux. Sur une table en bois était posée une lanterne. À côté d'elle traînait une entame de pain et une trousse médicale béante. Mes pieds se dégourdirent et je me réchauffais grâce à un feu pourpre qui dansait dans un petit poêle noir en fer. De temps à autre, des cavaliers entraient. Je les soignais. Il s'agissait la plupart du temps de gelures. Les cavaliers ôtaient leurs bottes, déroulaient les chiffons leur entourant les pieds et se tortillaient devant le feu. Dans la pièce stagnait une odeur aigre de sueur, de tabac de troupe et d'iode. Parfois je restais seul. Mon convoyeur m'avait lâché. Vire! J'entr'ouvrais la porte, je jetais un coup d'œil à l'extérieur, et j'apercevais l'escalier éclairé par une bougie qui coulait. Je voyais les visages, les mitrailleuses. Toute la maison était bourrée de monde. Fuir était difficile. Je me trouvais au centre du quartier général. Je revenais de la porte vers la table, je m'asseyais, épuisé. J'appuyais ma tête sur mes bras et j'écoutais attentivement. Toutes les 5 minutes, en bas, je l'avais noté à ma montre, fusait un hurlement. Je savais très exactement ce que cela signifiait. Là-dessous, on battait quelqu'un à coups de baguette de fusil. Le hurlement se muait parfois en une sorte de rugissement de bête fauve. Parfois, il se transformait en plainte et en douce lamentation. Du moins à ce qu'il semblait à travers le plancher, comme s'il se fût agi d'une conversation intime entre 2 personnes.
Parfois aussi, le hurlement s'arrêtait net, comme tranché par une lame. « Pourquoi les battez-vous » demandai-je à l'un des hommes qui, tout tremblant, tendait ses mains vers le feu. Son pied nu reposait sur un tabouret. Auprès du gros orteil bleui, la peau était rongée par une ulcération que j'enduisais de pommade blanche. « On a mis la main sur une organisation, à Slobodka, » répondit-il. « Des communistes et des youpins. Le colonel les interroge. » Je me tus. Le soldat parti, je m'enroulai la tête dans ma capuche et les bruits s'assourdirent. Je passai ainsi près d'un quart d'heure, dans une léthargie où surgissait sans cesse, devant mes yeux fermés, le visage grêlé surplombé de galons dorés. J'en fus tiré par la voix de mon convoyeur. « Monsieur le colonel vous demande. » Je me relevai. Je défis mon capuchon sous les yeux ébahis du convoyeur et je suivis le cavalier jusqu'au rez-de-chaussée, où on m'introduisit dans une pièce blanche. Là, dans la lumière de la lampe, je vis le colonel Letchenko. Il était nu jusqu'à la ceinture et se tortillait sur un tabouret en pressant contre sa poitrine un tampon de gaz ensanglanté. Près de lui se tenait un soldat tout désemparé, piétinant sur place en faisant sonner ses éperons. « Le salaud !» laissa tomber le colonel, puis, s'adressant à moi. « Eh bien, monsieur le docteur, faites-moi un bandage. Toi, sors d'ici !» ordonna-t-il au soldat. Celui-ci s'avança bruyamment vers la porte. Dans la maison, tout était calme. Et juste à ce moment-là, les vitrages frémirent. Le colonel loucha vers la fenêtre noire, moi aussi. « L'artillerie !» pensai-je. Je soupirai convulsivement et demandai. « Qu'est-ce que c'est ?» « Un canif !» répondit le colonel d'un air maussade. « Qui a fait ça ?»« Ce n'est pas votre affaire !» répliqua-t-il avec un mépris froid et mauvais. Puis il ajouta. « Oh là 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 là, monsieur le docteur, ça va mal aller pour vous !» Tout à coup je devinais. Quelqu'un qui n'aura pas supporté ces tortures, qui s'est jeté sur lui et qui l'a blessé. Cela ne fait aucun doute. « Enlevez la gaze !» dis-je en me penchant sur sa poitrine couverte de poils noirs. Mais il n'eut pas le temps d'ôter le chiffon ensanglanté qu'un bruit de pas se faisait entendre derrière la porte. Il y eut un remue-ménage, puis une voix grossière cria. « Arrête ! Arrête, bon Dieu ! Où vas-tu » La porte s'ouvrit d'un coup, et une femme aux cheveux ébouriffés s'engouffra dans la pièce. Son visage était sec, et même, du moins ce qu'il me sembla, empreint de gaieté. Ce n'est qu'après, longtemps après, que je compris de quelle façon étrange pouvait s'exprimer parfois la fureur la plus extrême. Une main grise tenta de saisir la femme par son fichu, mais elle se dégagea. « Va-t'en !» ordonna le colonel au soldat, et la main disparut. La femme arrêta son regard sur la poitrine nue du colonel et prononça d'une voix sèche et sans larmes. « Pourquoi a-t-on fusillé mon mari ?»« Pour ce qu'il méritait, voilà pourquoi !» répliqua le colonel en grimaçant de douleur. Sous ses doigts, le tampon de gaz devenait de plus en plus pourpre. Elle s'esclaffa de telle façon que je me mis à la regarder dans les yeux, sans pouvoir m'en arracher. Jamais vu des yeux pareils. Elle se tourna tout à coup vers moi. « Et vous êtes docteur ?» Elle pointa son doigt sur la croix rouge, figurant sur ma manche, et hocha la tête. « Ah, quelle crapule vous faites !» continua-t-elle. Ses yeux lançaient des flammes. « Vous avez étudié à l'université, et vous voici à présent avec ce ramassis. Vous voici de leur bord, et vous leur faites des petits bandages. Ils frappent les gens au visage. Ils frappent, jusqu'à ce qu'on devienne fou, et vous lui faites de petits bandages. » Tout devint flou devant mes yeux, jusqu'à la nausée, et je compris que j'allais vivre les événements les plus terribles et les plus étonnants de ma malencontreuse vie de médecin. « C'est à moi que vous parlez ?» demandai-je. Je sentais que je tremblais. « À moi ? Si vous saviez !» Mais elle ne voulut pas écouter, se tourna vers le colonel et lui cracha au visage. Le colonel bondit sur ses pieds et appela. « Hé, les gars !» Lorsqu'ils firent irruption, il ordonna furieux. « 25 coups de baguette !» La femme ne dit mot, on la fit sortir en la traînant par le bras. Le colonel referma la porte et mit le crochet. Puis, il se rassit sur le tabouret et ôta le tampon de gaz. Du sang s'écoulait de la petite blessure. Le colonel essuya le crachat suspendu à sa moustache droite. « Une femme ?» demandai-je d'une voix qui m'était totalement étrangère. La colère s'alluma dans ses yeux. « Ha ha !» prononça-t-il en me jetant un regard funeste. « Maintenant je vois quel oiseau on m'a donné en guise de docteur. » L'une des balles que je tirais vint se ficher selon toute apparence dans sa bouche. Je me souviens en effet qu'il oscillait sur le tabouret et que le sang giclait de ses lèvres.
puis des traînées apparurent très vite sur sa poitrine et sur son ventre. Ensuite, ses yeux s'éteignirent, et, de noir, devinrent laiteux, et il s'effondra sur le sol. Je me souviens qu'en tirant, je craignais de m'être trompé dans mon compte, et de sortir la 7e balle, la dernière. Voici ma mort arrivée, pensais-je tout en respirant l'odeur agréable du gaz de fumée laissé par le Browning. La porte craqua. Je cassai une vitre d'un coup de pied et je sautai par la fenêtre. Le sort me sourit. J'avais atterri dans une cour aveugle. Je courus le long d'un tas de bois dans une rue sombre. On m'eût sans nul doute rattrapé si je n'étais tombé par hasard dans un espace vide entre deux murs, étroitement accolés l'un à l'autre, et je restai plusieurs heures dans ce creux, sur des briques cassées comme dans une grotte. Des cavaliers passèrent tout à côté de moi. Je les entendais. La ruelle menait au Dniepr, et ils restèrent longtemps à cavaler sur le fleuve, à me chercher. Par une fente, je voyais une étoile. Je ne sais pourquoi je pense qu'il s'agissait de Mars. Il me sembla soudain qu'elle explosait. C'était le premier obus qui éclatait, voilant l'étoile. Toute la nuit ensuite, l'artillerie gronda à Slobotka. On se battait, et moi j'étais tapi dans mon terrier de briques, songeant à ma thèse et me demandant si la femme était morte sous les coups de baguette. Lorsque le calme revint, il faisait presque jour. Je m'extirpai de mon creux, car je n'y pouvais plus tenir. J'avais les pieds complètement gelés. Slobotka était mort. Tout était silencieux. Les étoiles pâlissaient. Et lorsque j'approchais du pont, c'était comme s'il n'y avait jamais eu de colonel Letchenko, ni de régiment de cavalerie, juste du fumier sur la route piétinée. Je fis seul, à pied, tout le chemin jusqu'à Kiev, et j'entrai dans la ville alors qu'il faisait complètement jour. Je tombai sur une étrange patrouille de soldats en bonnet de fourrure avec des oreillettes. On m'arrêta, on me demanda mes papiers. Je dis « Je suis le docteur Yashvin. Je fuis les hommes de Petliura. Où sont-ils » On me répondit « Ils sont partis cette nuit. Maintenant, il y a un comité révolutionnaire à Kiev. » Je vis que l'un des soldats me regardait attentivement dans les yeux, puis il fit un geste compatissant de la main et dit « Rentrez chez vous, docteur. » Et je rentrai. Après un silence, je demandai à Yashvin « Il est mort ? Vous l'aviez tué ou seulement blessé ?» Yashvin répondit en souriant de son étrange petit sourire. « Ah, soyez tranquille, j'ai tué. Croyez-en mon expérience de chirurgien. »